Avec vous, Guillaume Laganne. Bonjour et merci d'être sur le plateau de France 24. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de défense. Vous avez notamment écrit un livre géopolitique de l'Europe, Crépuscule d'une puissance. C'est paru aux éditions universitaires de France. Rappelons que la Russie a lancé 659 drones, 44 missiles en une nuit. Je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas, on est vraiment dans la fourchette haute. Que cherche, selon vous, à faire Poutine alors que l'on parlait moins de cette guerre en Ukraine? Il veut revenir sur le devant de la scène? Alors je pense qu'en fait, il y a une question de perception du conflit parce que cette guerre, on en a moins parlé, mais elle se déroulait en fait, hein. C'est-à-dire que les événements au Venezuela, le Groenland, la guerre en Iran ont détourné l'attention internationale, tout comme d'ailleurs il y a 2 ans, rappelez-vous, l'attaque contre Israël depuis Gaza le 7 octobre avait là aussi détourné l'attention internationale. Mais durant tous ces mois et durant toutes ces années, la guerre s'est poursuivie. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sort d'une séquence hivernale qui a été compliquée pour l'Ukraine parce que les installations énergétiques ont été touchées et que l'hiver était très froid et que l'offensive militaire russe s'est poursuivie. Mais finalement, l'Ukraine sort aujourd'hui euh, moins faible que prévu. Elle a réussi à contenir les avancées terrestres de l'armée russe et malgré les frappes énergétiques, la population ukrainienne a continué de soutenir l'effort de guerre. Donc je pense que en frappant aujourd'hui de manière massive, eh bien la Russie cherche à, comme elle le fait depuis maintenant 4 ans, casser le moral des Ukrainiens et tenter d'obtenir un avantage. D'ailleurs, l'armée de l'air ukrainienne dit avoir intercepté finalement la majorité des drones. Sur les 636 drones envoyés, la majorité des missiles aussi. Ça prouve aussi sa capacité de résistance après ces années de guerre. Oui, c'est intéressant parce que donc l'Ukraine, sur le plan politique, elle reste quand même un État dirigé par M. Zelensky. Alors, il est moins populaire qu'au début de la guerre, évidemment, mais enfin, il conserve quand même sa majorité à l'Assemblée. Il est soutenu par les Occidentaux, par les Européens. Il a, par exemple, signé hier des accords importants avec l'Allemagne, avec l'Italie, qui s'engagent à lui fournir des munitions, des missiles. Sur un plan économique, l'économie ukrainienne, là aussi, elle continue de tenir. Et de ce point de vue-là, je note que la défaite de M. Orban en Hongrie est importante parce que elle va permettre à l'Ukraine de toucher les 90 milliards d'euros que l'Union européenne voulait lui prêter. Puis enfin, sur un plan, je dirais, militaire, on voit que les Ukrainiens continuent de souffrir d'un certain nombre de limitations. Par exemple, les effectifs ne sont pas complets, ils ont du mal à recruter, mais ils compensent par la technologie. Et l'annonce, par exemple, d'une prise d'un village par des moyens robotiques, hein, qui a été faite hier par l'Ukraine, montre que le pays continue finalement de rivaliser avec la Russie sur le plan militaire. Vous parliez des 90 milliards d'euros qui sont encore bloqués à Bruxelles à cause d'Orban. Ça va peut-être se débloquer avec la victoire de Peter Magyar. Quid des Américains? On a du mal à comprendre. Est-ce qu'ils continuent à envoyer de l'armement ou est-ce que ça se cantonne seulement à du renseignement avec Trump? Alors, c'est difficile de savoir. Sur le plan diplomatique, ce qui est certain, c'est que les Américains sont partisans d'une négociation entre l'Ukraine et Moscou. Cette négociation a été gelée pendant la période du conflit en Iran, notamment parce qu'elle se passait aux Émirats arabes unis, qui étaient attaqués par l'Iran. On peut imaginer qu'elle va reprendre. Les Américains, apparemment, de ce qu'on peut avoir comme information en source ouverte, ne financent plus l'Ukraine, ou de manière marginale, mais continuent de livrer des armements à l'Ukraine qui sont payés avec de l'argent européen. Et ils continuent également de fournir du renseignement à l'Ukraine. Et là, il y a quand même une évolution très importante sur le dernier mois, c'est que les Russes, vous savez, continuent d'utiliser le système Starlink. Donc la firme d'Elon Musk est arrivée à couper cet usage des Russes, que faisaient les Russes du système Starlink, et ça a profondément perturbé l'effort militaire russe. L'Ukraine a même réussi à reprendre certains territoires qui étaient possédés par l'armée russe. Donc je dirais que les Américains sont dans une posture ambiguë, mais en profondeur, en réalité, lorsqu'on regarde vraiment les faits, ils continuent de soutenir l'Ukraine. Oui, ils continuent d'aider les Ukrainiens. Absolument. Et sur le terrain, on a les derniers chiffres, en tout cas pour 2024 et 2025. On apprend que les Russes n'auraient conquis qu'environ 1% du territoire, ce qui est très peu. Et vous le disiez, les Russes, eux, revendiquent aussi d'avoir libéré certaines régions, notamment autour de Zaporijia et de Dnipropetrovsk. Ça veut dire que le front est figé en quelque sorte? Ça veut dire que le front évolue au profit de la Russie, mais de manière très limitée. Alors vous avez des experts qui vous disent qu'à ce rythme-là, il faudra encore des décennies avant que la Russie conquiert l'ensemble du territoire ukrainien. Donc en réalité, aujourd'hui, la Russie se concentre sur ces 2 oblasts, vous savez, ces 2 provinces dans l'est de l'Ukraine qu'elle n'a toujours pas complètement conquises, alors qu'elle les a annexées. Donc il y a une espèce
de décalage entre ces revendications et la maîtrise militaire. Moi, ce qui me frappe beaucoup quand même pour les Russes, c'est que ces conquêtes territoriales se font au prix de pertes humaines qui ont, semble-t-il, un niveau considérable. On parle de 30 000 Russes qui chaque mois seraient faits prisonniers, disparus, morts ou blessés. Donc c'est quand même un chiffre très important. Et même si les Ukrainiens ont aussi des pertes importantes, pour les Russes, c'est un problème. Et deuxième élément, il y a quand même un contraste visible entre l'inefficacité de la conquête russe de ce territoire depuis maintenant 4 ans et les démonstrations de force que les Américains ont fait au Venezuela et en Iran. Je pense qu'à Moscou, on se pose quand même des questions sur l'efficacité de l'outil militaire. Et oui, et ça nous mène à la question de l'enjeu de ce conflit. C'est quoi? C'est de durer le plus longtemps possible? C'est une guerre d'usure, comme on le dit souvent? Est-ce que Poutine a encore intérêt à ce que ça dure? C'est très compliqué. Lorsqu'on regarde les résultats militaires, il est évident qu'il aurait plutôt intérêt à arrêter la guerre, puisqu'il n'arrive pas à vaincre de manière décisive l'Ukraine. Sur le plan économique, l'économie russe, elle commence à patiner. Elle souffre des sanctions que les Américains ont finalement décidé de maintenir. Vous savez qu'ils avaient levé momentanément des sanctions pour soulager le marché de l'énergie. Elles sont maintenant maintenues, rétablies. Donc en réalité, rationnellement, la Russie aurait plutôt intérêt à arrêter la guerre, mais je pense qu'on est dans une confrontation qui dépasse la simple Russie. Derrière la guerre en Ukraine, il y a en fait la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Tant que la Chine continuera à soutenir la Russie dans son effort de guerre, je pense que la guerre va continuer. Vous dites que l'économie russe est en train de souffrir de cette guerre. Pourtant, on parle de l'autre guerre au Moyen-Orient qui aurait été un effet d'aubaine, qui aurait donné un effet d'aubaine à Poutine, puisque les prix du pétrole et du gaz sont très élevés. Est-ce que Poutine en ressort renforcé dans ce secteur-là? Alors, c'est exact que la période de la guerre en Iran a correspondu à une bouffée d'oxygène pour l'économie russe, puisqu'elle a pu continuer à exporter ses hydrocarbures avec des prix supérieurs. Toutefois, il y a plusieurs facteurs qui ont limité cet effet d'aubaine. Le premier, c'est que vous savez que le pétrole russe, il est vendu à un prix inférieur au prix du marché parce que chacun sait qu'il est sous sanction. Et puis d'autre part, les Ukrainiens sont devenus plus efficaces. Ils ont notamment ciblé des raffineries russes qui ont perturbé le marché de l'énergie en Russie même. Et ils le font avec de plus en plus d'efficacité puisqu'on voit des frappes à longue portée, y compris dans la région de Saint-Pétersbourg. Voilà, donc il frappe le nerf de la guerre. Il frappe le nerf de la guerre, et en réalité, c'est quand même un problème pour la Russie, parce que un des enjeux du pacte social aujourd'hui entre Poutine et sa population, c'est que finalement, la guerre continuait dans la mesure où la population russe n'en souffrait pas directement. Si les Russes voient que dans leur quotidien, il y a des augmentations de prix, des ruptures d'approvisionnement énergétique à cause de la guerre en Ukraine... Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas, mais ça peut quand même montrer... Alors ça montre, par ailleurs, il y a d'autres éléments, vous savez, notamment le fait que la Russie souhaite aujourd'hui couper le territoire russe de l'Internet international. Ouais. Et on voit un léger fléchissement. Alors attention, on reste à 70% d'opinion positive, mais on voit un léger fléchissement. Actuellement, la popularité de M. Poutine est la plus basse depuis 4 ans. Donc ça tient à cet ensemble, si vous voulez, de petites vexations au quotidien qui sont dues à la guerre en Ukraine et qui font que la population russe ne peut plus continuer à vivre comme elle le faisait par le passé. Parlons des efforts diplomatiques. On en parlait beaucoup sous l'impulsion de Donald Trump avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Là, aujourd'hui, elles sont vraiment au point mort? Alors, elles sont au point mort parce qu'il y a des positions complètement antagonistes entre Russie et Ukraine, et que les États-Unis, tout en se voulant médiateurs, je le disais tout à l'heure, continuent en réalité à pencher du côté de l'Ukraine. Donc la difficulté pour sortir de ce conflit, c'est qu'il faudrait qu'en fait la Russie reconnaisse que d'une certaine manière, elle a perdu sur le plan militaire. Et donc une voie de sortie possible, qui est désormais, je crois, acceptée par les Ukrainiens, ça serait qu'on gèle le front sur la ligne qui est aujourd'hui celle qui sépare les deux parties. Mais la Russie n'est pas sur cette ligne-là. Elle voudrait en fait que l'Ukraine se retire des territoires qu'elle continue de contrôler dans les 2 oblasts que la Russie a annexés. Ce qui poserait un double problème, un problème juridique, politique pour M. Zelensky, mais surtout un problème militaire, parce qu'il s'agit de parties lourdement fortifiées de ces oblasts. Et donc, si vous voulez, quand vous regardez la géographie de l'Ukraine, ça voudrait dire que l'Ukraine pourrait se retrouver sans défense réelle entre les oblasts de Donetsk et de Lugansk, et puis sa capitale Kiev. Donc on ne voit pas pourquoi, alors qu'elle n'est pas aujourd'hui techniquement vaincue, elle accepterait cette concession.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation là-dessus. Zelensky multiplie les efforts diplomatiques et il va dans les capitales européennes. Il était hier à Rome, vous le disiez. Il a signé un accord de défense aérien avec Giorgia Meloni. Il l'a fait également avec l'Allemagne, avec la Norvège et bientôt avec les Pays-Bas. Qu'est-ce que ça change ça concrètement et pourquoi est-ce qu'il tape à des portes individuellement au lieu de frapper directement sur Bruxelles? Alors, je pense que l'Union européenne, si vous voulez, comme c'est une institution qui est plutôt économique et sociale, elle peut fournir à M. Zelensky des financements. Il y a une partie du budget de l'Union européenne qui sert maintenant à acheter des munitions, qui sert à acheter des armes pour l'Ukraine, mais l'essentiel des budgets militaires reste au niveau national. Et donc, il est logique que M. Zelensky aille vers chacune des capitales qui le soutient pour obtenir une aide concrète. Donc je rappelle quand même que l'Allemagne, pour le coup, cette année 2026, dans son budget, elle va donner à l'Ukraine 13 milliards d'euros. Donc c'est une somme considérable. En plus que de ce que l'Ukraine va recevoir de l'Union européenne? Exactement, c'est une aide nationale, c'est décorrélé. Et ces 13 milliards d'euros s'accompagnent de partenariats industriels. Donc ce qui a été décidé hier, on voit à l'écran là M. Zelensky et le chancelier allemand, c'est que l'industrie américaine sous-traiterait à l'industrie allemande la production de missiles qui seraient ensuite livrés à l'Ukraine. Et l'Ukraine elle-même devient un producteur de matériel. Vous savez que je le disais tout à l'heure, ils sont très innovants. Ils ont en plus des coûts de production qui sont plus faibles que les autres. Donc il y a aussi un intérêt pour l'Europe à sous-traiter une partie des armements qu'elle aura demain en détention dans ses armées à la production de l'Ukraine. Donc en réalité, on a quand même... ça, je crois que les pays européens sont quand même globalement en accord là-dessus. Un soutien général à l'Ukraine et l'idée que quand bien même les Américains ne voudraient pas soutenir le pays, la sécurité des Européens passe quand même par la sécurité de Kiev. Et je dirais que c'est quelque chose qui est partagé dans tous les États européens, sauf peut-être des États, je dirais, très occidentaux comme l'Espagne, par exemple, qui fournit un effort très, très, très faible. Merci beaucoup, Guillaume Lagan, d'avoir accepté notre invitation. Votre livre Géopolitique de l'Europe, crépuscule d'une puissance, aux presses universitaires de France. Point d'interrogation. Le voilà. Puissance. Oui, point d'interrogation. Merci beaucoup, maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des questions de défense. On l'a bien compris. Merci beaucoup. À bientôt.